Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux au quotidien la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arthur. Bonjour Clarisse. Merci, bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Nous venons tous les deux de la fonction publique. Je vais te laisser te présenter Arthur. Oui, tout à fait. Arthur, j'ai 32 ans. Je suis ingénieur et effectivement j'ai travaillé longtemps pour le ministère de l'écologie dans un corps d'ingénieurs de l'État. Et puis en ce moment, je suis en disponibilité et je travaille pour une start-up française dans la mobilité électrique. Tu as un enfant, un petit garçon. Quel âge a-t-il? Oui, petit garçon qui vient d'avoir 3 ans et qui vient de rentrer à l'école maternelle. Ouais. D'accord. La réforme du congé paternité a eu lieu en 2021, donc après. Toi, tu as pu prendre combien de jours de congé paternité à la naissance Alors de moi, ton... effectivement, c'était avant la réforme, en 2020, et donc de mémoire, il devait y avoir 11 jours, je crois, avant. Oui, c'est ça. C'est Ouais. 11 jours plus 3 jours de naissance. Voilà. Donc ce que j'avais fait, moi, c'était plutôt bien tombé, puisque la naissance était en juin, donc j'avais pas encore trop prévu mes congés d'été, donc j'ai pu prendre de mémoire 3 semaines, je pense, en juin, qui servait aussi un peu de congé. Et puis j'avais pu reprendre 2 semaines en août. J'avais dû faire 3 plus 2 en utilisant donc au maximum, effectivement, les 3 jours et les 11 jours et en combinant avec des congés. Le congé paternité est un droit qui est entré dans les mœurs dans la fonction publique. Qu'en penses-tu? Et quel recul as-tu sur ta prise de congé paternité, Arthur? J'ai l'impression qu'effectivement c'était plutôt bien accepté. Bon, moi mon cas est un peu particulier encore une fois parce que c'était au moment estival, donc je pense que les questions se posent plus si peut-être si un père prend 3 semaines, 4 semaines en janvier ou en février, peut-être que les gens n'ont pas encore, c'est pas encore vraiment dans les mœurs, mais effectivement j'ai pas ressenti de gros blocages. Voilà. Ceci dit, c'était pas non plus chose fréquente. Je crois que les pères prennent plus que ce que j'ai pris aussi. Donc bon, il y a quand même des limitations internes que j'ai peut-être intégrées aussi sur le maximum qu'on peut prendre, quoi. Quand t'es-tu senti devenir père, Arthur? Effectivement, ça c'est une question pas évidente. Quand je me suis senti, je dirais, bon, d'abord les tout premiers instants, moi quand à la maternité, on m'a présenté mon fils. Bon, c'était dans un contexte Covid, donc en plus on était un peu tous séparés. On l'a un peu présenté, voilà, on m'a donné le bébé, on m'a dit voilà, c'est votre fils. Donc il y a toujours une petite période quand même un peu de réalisation, surtout pour le père où il n'y a pas la connexion physique avant ce moment-là. Donc je dirais ces premiers instants et puis après peut-être quand même une réalisation un peu plus tard, je dirais les premières nuits à la maison. C'est vrai que la maternité, même si j'ai eu la chance de pouvoir y passer beaucoup de temps, on se sent peut-être pas encore totalement père, c'est plutôt après à la maison, j'ai l'impression. Et comment l'équilibre familial s'est construit après la naissance de ton fils? Alors, les premiers mois, les premiers 4-5 mois, il se trouve que mon épouse était en transition entre deux travail et donc en fait, c'est elle qui a passé beaucoup de temps, moi au-delà de mes congés, etc. Après, on était dans une période plutôt favorable avec beaucoup de télétravail, donc je gagnais au moins du temps de transport le matin et le soir, donc j'arrivais à quand même passer pas mal de temps, mais les premiers mois, ça a été beaucoup plus mon épouse que moi en termes au milieu de la journée, quoi. Je veux dire en dehors des heures classiques de travail.
Et comment tu décrirais cette nouvelle organisation, un petit peu par des exemples, concrètement Alors, ce qu'on a fait, donc quand elle a repris son nouveau travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en général, on s'est partagé un peu entre matin et soir, avec moi qui m'en occupe le matin, du réveil jusqu'à la dépose, soit chez l'assistante maternelle à l'époque, soit à l'école aujourd'hui, et puis plutôt mon épouse le soir. Mais là où moi j'ai beaucoup insisté quand même aussi au niveau de mes employeurs à l'époque ou aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de télétravail, puisque moi ce que j'explique toujours quand même à mes employeurs, c'est que très concrètement, quand quelqu'un termine le travail à 19h à Paris et qui doit rentrer chez lui avec le temps de transport, le temps d'arriver, etc. En fait, très rapidement, on arrive à un temps qui descendrait à 0 minute avec le bébé, puisque nous, en général, l'heure du coucher, c'est 20h au maximum. Et donc finalement, l'équilibre qu'on a trouvé, c'est que moi, je négocie un maximum de télétravail, plus en général que mon épouse, pour pouvoir... en plus du matin, vu que le soir ça demande quand même un peu plus de temps que le matin, clairement, pour pouvoir au moins 2 ou 3 jours par semaine, le soir, rapidement après la sortie du travail, donc par exemple à partir de 18h ou 18h30, pouvoir prendre le relais et m'occuper, et aussi passer du temps de plus de qualité, parce que le matin c'est un peu le rush, et d'avoir un peu plus le temps le soir entre la fin du travail et l'heure du coucher pour passer du temps avec mon fils. D'accord. Donc le télétravail pour toi, un levier très utile pour bien équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. Ouais. Et comment tu m'as dit que c'est un message que tu as essayé de faire passer à tes différents employeurs, et comment ça a été pris? Plutôt bien. Plutôt bien, justement, en expliquant bien que c'est une question aussi de répartition des tâches entre les parents, et que voilà, le message en filigrane, c'est que on fait de grosses horaires, on nous demande d'être assez flexible, on travaille parfois des heures en décalé, mais du coup la contrepartie, c'est qu'on puisse, effectivement, quand on est en télétravail, si on s'arrête à 18h, 18h30, là, directement switcher, et tout en étant efficace. Et donc, globalement, j'ai eu de la chance, je dirais, ça a été plutôt bien reçu, mais dans l'administration publique, quand même, il a fallu batailler pour obtenir jusqu'à 3 jours de télétravail. Parce que il y avait une espèce de règle implicite qui est un peu bizarre, je pense, et que pour les managers, il aurait fallu se limiter à 1 ou 2 jours de télétravail, donc avec toujours cette pression un peu mise sur la présence physique, au détriment en général de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Avec du recul, as-tu l'impression que la période Covid a permis justement de faire bouger un peu les lignes sur ce sujet? Oui, clairement. Alors c'est peut-être de la pure chance et vraiment du hasard, mais in fine, entre le télétravail, toutes les périodes de télétravail à 100%, parce qu'on en a eu quand même beaucoup, on passait des mois à 100% en télétravail, où là, très concrètement, là, au moins la moitié du temps de transport a été consacré du coup à l'éducation des enfants, a été remplacé par l'éducation des enfants, donc là avec un gain énorme de qualité de relation, de vie familiale, d'égalité entre l'homme et la femme, etc., par rapport à la situation d'avant. Et puis sur les gains de droit au télétravail, oui, clairement, je pense qu'il y a eu un avant et un après, et c'est pas totalement évident quand même d'expliquer que ça doit servir à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais je pense qu'au moins on en reviendra un peu moins en arrière sur ces questions-là. Arthur, quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de ton fils?
Quelle place j'aimerais avoir? Moi, j'aimerais vraiment qu'ils sentent que que ces deux parents sont autant présents l'un que l'autre. Ça, c'est important pour moi. Euh, Après, voilà, hein, il y a toujours du temps en plus à passer avec lui. J'aimerais en passer encore plus qu'aujourd'hui, clairement. Euh, Quelle place après, de manière générale, pour moi, c'est surtout être là quand il a besoin de nous et de moi. Et puis l'aider à progresser de manière générale, mais voilà, moi c'est pas forcément une question d'être un modèle ou quoi que ce soit, mais plutôt être là pour lui. Hmm. Tu es dans le salariat maintenant, Arthur. Comment tu trouves ton chemin de père salarié, justement? Euh, j'ai la chance d'être dans une entreprise là qui est assez flexible justement sur l'organisation du travail. Je trouve que ça se passe plutôt bien, mais je suis conscient qu'effectivement, sur certains points, le salariat dans le privé a peut-être un petit peu plus de mal à prendre en compte les contraintes perso. Mais bon, voilà, je trouve que c'est en train de changer, mais à condition à chaque fois en fait je pense de bien préciser ça aussi aux entretiens d'embauche. C'est ça qui est pas évident, c'est qu'il faut réussir à poser ça sur la table. Alors que c'est pas toujours quelque chose qui est pris en compte au moment du match entre l'employeur et l'employé dans les recrutements. Et puis je sais bien que selon les différentes positions dans les entreprises, c'est pas du tout évident d'avoir le levier de négociation, de pouvoir mettre ça sur la table au tout début. Hmm. Pour toi, l'entretien d'embauche est le moment clé pour évoquer ce sujet avec son futur employeur? Pour moi, c'est important. Encore une fois, je parle que voilà de mon point de vue où je sais que voilà les leviers de négociation sont possibles. Effectivement, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué dans d'autres cas pour d'autres professions. Mais de ma toute petite expérience pour le moment, puisque dans le privé dans le public comme tu le sais, les choses sont un peu plus cadrées, donc se joue moins au moment dans la relation, j'ai envie de dire directe entre employeur et employé. Mais de ma toute petite expérience dans le privé, je dirais que oui, alors peut-être pas au début de l'entretien, mais effectivement au moment où on commence à évoquer les questions RH, je pense que il est très tentant de ne pas en parler pour l'employé parce que ça comporte toujours une part de risque. Mais je pense que ça a vraiment le mérite de mettre les choses sur la table et voilà, de parler en toute franchise sur l'engagement de l'employé dans le travail et en même temps la demande de flexibilité qu'il peut avoir en termes d'horaire. Merci. Si tu avais une baguette magique, comment tu aiderais un jeune papa à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle? S'il y avait une baguette magique, j'agirais plutôt, je pense, sur les règles. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de règles à changer pour qu'il y ait encore plus de parité sur les congés maternité et paternité. Là, il y a quand même encore, c'est un peu mieux qu'avant, mais il y a encore du travail là-dessus. Désolé, je digresse un peu, mais si j'avais une baguette magique, je pense que aussi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans les entreprises ou même surtout dans l'administration publique. Je pense que je ferai en sorte que quand quelqu'un part en congé maternité et donc en congé paternité aussi, qui est appelé à être plus long qu'avant, que la personne soit remplacée aussi, hein, parce que moi ce que j'ai remarqué c'est que souvent on peut avoir du coup la personne qui part en congé maternité ou paternité peut être vue ça peut être vu comme un problème ce départ puisque si il ou elle n'est pas remplacé, la quantité de travail augmente pour les autres. Donc là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de changements à faire à ce niveau-là. Et après la baguette magique pour les pères, enfin pour moi ce serait que ce soit un peu inscrit quelque part, que quelqu'un qui a un enfant et notamment en bas âge, et que ce soit un père ou une mère, et a des contraintes horaires le soir et le matin qu'il faut respecter, quoi. Donc d'arriver à inscrire ça quelque part dans les agendas,
la mentalité de travail, d'avoir ce respect-là pour ces moments importants. J'entends de la flexibilité horaire pour les parents, une meilleure anticipation des départs en congé maternité et en congé paternité, et une meilleure gestion des dossiers liés à ces absences-là. Oui, pour les congés, et puis même après au quotidien pour le matin et le soir, quoi, c'est de mieux en mieux de ce que j'ai vu, mais je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises où c'est pas le cas, d'avoir vraiment du respect pour ces moments-là dans la journée d'un papa ou d'une maman. D'accord. Quel message particulier aimerais-tu faire passer au secteur privé? Je sais que tu as peut-être un regard d'étonnement, comme on dit, en lien avec l'équilibre vie privée, vie professionnelle, puisque c'est un secteur que tu découvres à peine. Finalement, mon étonnement, c'est que là-dessus, sur la limite entre vie privée et vie professionnelle, malheureusement, ou je ne sais pas comment l'interpréter, mais finalement, nous, des structures publiques dont on venait, donc vraiment les ministères en administration centrale, avec une quantité très importante de travail par rapport au nombre de personnes aux effectifs disponibles, finalement, on retrouve, je trouve, un peu les mêmes nouveaux comportements au travail, permis par le numérique, qui sont qu'effectivement, il y a d'un côté de la flexibilité, je pense, et d'ailleurs encore plus dans le privé que dans le public peut-être, puisque le public a encore un peu de mal à ne plus s'attacher aux heures et aux minutes précises de présence sur place. Ça, c'est quand même un problème qui reste dans le public. Mais au-delà de ces questions de flexibilité, le droit à la déconnexion, ou plutôt la poursuite du travail à d'autres heures, qui est un peu le coût correspondant à la flexibilité. Là, et je pense qu'il est assez commun entre les deux. De ma toute petite expérience de ce que j'ai vu, effectivement, à la fois dans le privé et dans le public, le fait qu'on puisse se connecter à n'importe quelle heure fait qu'on peut travailler à n'importe quelle heure. Après, pour moi, ça, tant qu'il y a un respect dans le sens où il n'y a pas de réponse exigée de l'employé à des heures en dehors du bureau, pour moi, ça paraît plutôt sain. C'est-à-dire que quelqu'un qui va passer du temps avec son enfant entre 18h et 20h, si cette personne a envie de retravailler le soir, et que c'est pas obligatoire bien sûr, mais que l'ensemble, qu'il organise, il ou elle organise son temps comme il le souhaite, ça me semble plutôt un fonctionnement, encore une fois, tant que les choses sont claires sur l'absence d'obligation de réponse en dehors des heures de travail, ça me semble être un fonctionnement qui peut in fine quand même améliorer l'équilibre entre les deux. Et ta casquette de manager, ancien manager et futur manager, puisque tu es en train de monter ton équipe, comment as-tu fait par le passé? Comment vas-tu faire pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle de tes nouveaux collaborateurs? Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, j'espère que j'ai réussi à l'appliquer à mon équipe à l'époque autant que j'aimerais qu'on me l'applique. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, vraiment, moi, ce qui m'intéressait dans la production de mon équipe, c'était vraiment pas les heures de travail, c'était vraiment pas de savoir très précisément à telle minute ce que faisait telle personne, mais vraiment beaucoup plus le rendu général, le respect bien sûr des dates limites pour les dossiers qu'on avait à remplir. Mais donc, moi, mon organisation, c'est vraiment d'avoir un maximum de flexibilité, avec bien sûr des moments de présence physique qui sont importants, mais en dehors de ça, d'avoir un maximum de flexibilité sur les agendas, et donc notamment pour permettre, pour ceux qui ont des enfants, pour leur permettre de gagner sur le temps de transport et de gagner un peu de temps de famille, et de s'organiser aussi par rapport aux contraintes de leurs épouses ou de leurs époux. Et pour moi, ça, c'est très important. Et comment tu te sens en tant que père? Es-tu un père heureux, Arthur? Oui, je me sens très heureux. Je suis content. J'aimerais toujours passer encore plus de temps quand même avec mon fils, mais
je suis très content d'être dans une période où quand même on peut, je pense, passer un peu plus de temps avec le niveau de responsabilité qu'on peut aussi prendre à côté, un peu plus de temps avec notre famille qu'à d'autres périodes. Oui. Et comment décrirais-tu les moments avec ton fils? Plein de bonheur, plein d'apprentissage, des échanges, plein de câlins. Moi, c'est plein de moments touchants. C'est toujours des super moments. Alors, bien sûr, aussi des moments un peu de stress. Ça demande beaucoup de patience. Finalement, ça m'apprend beaucoup la patience. Donc, c'est très enrichissant aussi sur le plan personnel. Voilà. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Éventuellement, mais j'ai triché un peu, j'y ai répondu via une autre question, mais éventuellement la question de qu'est-ce qu'il faudrait changer peut-être au niveau vraiment du droit pour encore améliorer les choses. Et là, vraiment, je pense qu'il y a à la fois de l'égalité entre le congé paternité et maternité à améliorer. Et vraiment, pour moi, l'histoire du remplacement, de remplacer quelqu'un qui part en congé paternité ou maternité, la sécurité sociale est là pour ça, hein, le salaire est mutualisé par la sécurité sociale pendant ces moments-là. Donc, pour moi, c'est ça. Pour normaliser, il faut qu'on arrive à normaliser ce moment-là dans la vie professionnelle. Et pour le normaliser, il faut, pour moi, que la personne, que son travail soit repris par quelqu'un d'autre pour pas que ce soit une surcharge momentanée pour les autres. Voilà. Arthur, as-tu l'impression que tes amis, les jeunes de ton entourage, osent, eux aussi, lors de l'entretien d'embauche, évoquer le sujet de l'équilibre vie privée et vie professionnelle? As-tu un retour à partager sur le sujet ou pas d'avis particulier? Merci. J'en ai effectivement pas énormément parlé avec des pères. Pour moi, déjà, tout mon entourage n'a pas encore d'enfants, mais quand même, j'ai l'impression que même à niveau de responsabilité équivalent, pas sûr qu'il y ait pour le moment quand même tant de personnes que ça qui acceptent de prendre le risque, entre guillemets, d'en parler en entretien. J'ai pas comme ça effectivement beaucoup d'exemples en tête de gens qui m'ont dit avoir poussé jusqu'à l'évoquer à ce moment-là. Donc je pense que effectivement c'est pas encore très répandu, mais il faudrait regarder effectivement sur un échantillon plus large. Arthur, c'est la fin de notre entretien. Je te remercie beaucoup pour cet échange qui s'est appuyé sur ta connaissance du secteur public et sur ta nouvelle expérience dans le secteur privé. C'est très enrichissant d'entendre ces pistes que tu proposes pour aller vers un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée, dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Écoute, merci beaucoup à toi et puis bon courage pour le reste du podcast. Merci beaucoup Arthur, très bonne journée. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.